Et c'est parti. Nous sommes quand même 10 personnes aujourd'hui connectées. Donc vraiment l'idée, hein, c'est que vous puissiez, participer, apporter du contenu, apporter vos bonnes pratiques, et les pratiques aussi peut-être que vous avez pu voir dans d'autres services, parce que ça aussi, ça va être important. On l'a pas forcément, dans dans toutes les structures, donc voilà, n'hésitez pas. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'est posé la question de la transition écologique? Alors tout simplement parce que aujourd'hui, on se rend bien compte que, c'est nécessaire de faire évoluer, les modes de vie, les modes de travail, mais surtout aussi de faire évoluer, les processus et l'organisation pour que l'activité que chacun d'entre nous peut faire dans notre travail, elle puisse être aussi bien efficace que soutenable. Soutenable, ça veut dire quoi? Ça veut dire facile de réalisation ou en tout cas où ça va pas venir à l'encontre, de la santé, par exemple, des personnes et ou de la santé, de la planète. Dans ce cadre-là, on s'est posé la question, voilà, justement, comment chacun, peut agir et sur cette notion et pour la planète et pour les personnes, on va avoir ce qu'on appelle la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, qui a pu être redécrite dans différentes normes. Alors je ne sais pas si vous étiez au courant, mais il y a une norme pour justement la RSE, la responsabilité sociale et environnementale, qui définit un nombre d'actions, en tout cas une philosophie d'action, avec différents modes qui visent à harmoniser et à encourager, des pratiques plus éco-responsables, dans le monde sans pour autant être obligatoire puisqu'il y a pas forcément d'obligations aujourd'hui qui sont soumises à tous. Et il va y avoir différents champs, 7 grandes thématiques dans cette notion de RSE. Tout d'abord, le respect des droits de l'homme. Ça va être aussi avec tout le code général de la fonction publique qui s'applique chez nous, hein. Les relations et les conditions de travail. Là, on va être beaucoup sur ce qu'on a pu voir dans tous les petits déj de la semaine dernière, enfin de cette semaine qui ont pu se passer, mais aussi dans, par exemple, la prévention des risques psychosociaux, la prévention des risques professionnels dans leur ensemble, l'amélioration aussi du mode de fonctionnement, donc par exemple, comment est-ce qu'on va travailler sur l'organisation. De développer aussi la notion de gouvernance avec, concrètement, qu'est-ce qu'il y a derrière? Quels sont nos enjeux? Définir un peu la raison d'être de la collectivité, de le faire, avec les agents, de le faire avec les valeurs, avec les élus aussi. De développer des communautés et au niveau local, de créer des réseaux. De s'intéresser aussi aux questions des consommateurs. De mettre en place, une loyauté des pratiques. Alors il y a plein de sous-domaines, hein, vous pourrez les regarder si ça vous intéresse, mais aussi d'agir pour l'environnement et c'est ça qui va nous intéresser, aujourd'hui. Alors j'ai pris le parti, de reprendre les grandes thématiques des 20 objectifs qui ont été définis au niveau du ministère de la Transition écologique et qui doivent s'appliquer aux agents de la fonction publique, d'État. Puisqu'il y a différentes grandes thématiques qui ont pu être mises en place et la première, c'est, mieux se déplacer. Alors du coup, justement, j'attends vos idées ici. Soit vous pouvez justement partager soit via le chat, soit en direct si vous osez, prendre la main et ouvrir le bal. Concrètement, qu'est-ce que votre commune, qu'est-ce que les communes que vous connaissez peut-être aussi, peuvent mettre en place pour agir sur cette notion de mieux se déplacer? Ça peut être des actions qui touchent à la population, mais ça peut aussi être des actions qui touchent directement les agents, dans leur mode de déplacement sur la commune par exemple ou du lieu domicile-travail, hem, pour se rendre sur les différents sites, voilà. Comment mieux se déplacer, dans nos collectivités et comment faire en sorte que les agents puissent aussi mieux se déplacer? Et là, je vais venir vers vous du coup. Laetitia, je te laisse prendre la parole. Alors c'est pas une, co enfin c'est oui, c'est pas une collectivité, c'est un établissement public puisque c'est un CDG comme chez vous, Jennifer. Il y a un forfait de mobilité douce qui a été mis en place à peu près 200 € par an, pour couvrir, en gros des frais éventuels de réparation et d'entretien de vélo, à condition qu'on utilise son vélo, pour venir au bureau au moins 100 jours pendant l'année. OK, Et que ce soit pas, c'est comme ça, que ce soit pas couplé avec un pass Navigo, OK. Donc c'est ni l'un ni vélo l'autre. exclusivement? Oui, tout à fait. Oui, Ouais. s'il y a pas Mmh. de prise de transport en commun possible, de cumul? Mmh.
OK. Voilà. Bah, merci Laetitia. Est-ce que d'autres personnes ont, des bonnes pratiques, en interne? Ou des idées de ce qui pourrait être fait? Je vous invite à lever la main. Non? Il se passe rien dans vos collectivités par rapport à ça? Donc effectivement, le forfait, mobilité douce, ah Laetitia, je te laisse reprendre la main. Oui, il y a aussi le parc auto, on a 90 voitures et le parc auto va progressivement passer à l'électrique, mais c'est pour l'instant assez compliqué à mettre en place. Alors les bornes sont installées parce que le bâtiment est récent, donc il a 3 ans le bâtiment, donc les bornes ont été installées en même temps que la construction du bâtiment, ça c'est déjà pas mal. En revanche, le parc électrique, c'est vraiment balbutiant pour l'instant parce que les déplacements en région parisienne sont tels que ça paraît. Enfin, il y a des agents qui partent une semaine entière, voire plus, avec un véhicule du bureau. Donc, ça paraît compliqué de recharger à domicile pour beaucoup. Et on ne sait pas très bien comment sortir de ça. OK. Oui, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est compliqué, cette notion de transition des voitures individuelles, vers de l'électrique, mais sans Oui, forcément, ouais, mais c'est pas, l'idée, c'est vraiment pas ce sont pas les voitures individuelles des agents pour oui, leur déplacement personnel, enfin, oui, oui, c'est vraiment domicile, pour se bureau, déplacer sur le territoire, ouais, 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 OK, ouais, en journée. OK. On a un partage dans le chat, qui nous dit que, le complexe culturel a été équipé avec des supports pour fixer les vélos, les trottinettes pour favoriser les déplacements doux des usagers. OK, parfait, merci pour ce partage. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole, de façon verbale? Et sinon, je vois que dans le chat, il y a des gens qui sont en train d'écrire, mais sinon, vous avez la possibilité effectivement de le faire, dans le chat. Alors je ne sais pas si ça n'a pas été indiqué, mais je sais qu'il y a certaines collectivités, puisqu'on accompagne quand même beaucoup au service conseil en organisation, hem, qui ont mis en place des temps ou, en tout cas des outils, en interne, un genre de fichier Excel si l'application n'est pas possible, pour, favoriser, le covoiturage. Je vous prends un exemple, tout le secteur, Saint-Louis qui est desservi, beaucoup, par le train. Bah, il y a des gens qui viennent des fois de Colmar, ou alentours et donc il peut y avoir des rassemblements, hein, de personnes, ce qui nécessite aussi un changement organisationnel. C'est-à-dire que, le covoiturage n'est possible que si l'organisation est suffisamment souple, en termes horaires, pour permettre aux gens de partir à des heures décidées. Par exemple, c'est pas possible, on l'a vu, hein, le covoiturage était fait entre 2 services où il y en avait un qui était ouvert au public, ju à et devait finir à heure fixe, et un autre avait des horaires variables. Donc le covoiturage, c'est vraiment aussi une solution pour les collectivités qui n'ont pas forcément de bonnes desservitudes en transport en commun, mais ça nécessite de revoir effectivement les horaires de travail en mettant plus de souplesse et c'est là qu'on voit bien que l'organisation, elle est vraiment en lien direct avec, bah, en fait, tous les ancrages, hein, qu'on a pu voir, l'organisation du travail, les relations de travail, mais aussi, du coup, la conciliation vie privée, vie professionnelle, puisqu'avec le coût de la vie qui augmente et le coût de l'essence également, bah, le covoiturage est aussi une solution pour éviter qu'il n'y ait qu'une seule personne, dans chaque voiture et faciliter, bah, la mise en œuvre de toutes ces actions-là. On voit dans le chat aussi qu'on peut participer à un challenge vélo. C'est une action qui est mise en œuvre sur le territoire de Mulhouse, agglomération. Donc ça, c'est vraiment des choses aussi qui peuvent être proposées, sur les territoires, de créer des équipes. Ça permet de créer du lien aussi, hein, de cumuler des kilomètres, sur ces questions-là. OK, est-ce qu'il y avait d'autres choses qui vous semblaient intéressantes, de partager? Sur cette notion de mieux se déplacer. Alors je vais vous mettre du coup les obligations à chaque fois, qui ont été fixées, les objectifs qui ont été fixés pour l'État.
Donc effectivement, un forfait de mobilité durable, de 200 €, donc ce qu'a pu nous partager Laetitia, hein, qui a été mis en place chez eux. Le covoiturage, pour les trajets quotidiens qui sont encouragés en lien avec des partenaires. En fait, l'idée, c'est vraiment que les agents peuvent, voilà, la collectivité facilite la capacité à covoiturer. Et par exemple, là, c'était en région, Auvergne-Rhône-Alpes où, tous les agents, de l'État ont pu télécharger une application, pour covoiturer. Et donc ils ont pu définir, voilà, des sites bien spécifiques, où on pouvait se réunir pour pouvoir, derrière, hem, accompagner cette transition-là. Ça peut être la mise en place comme je vous le disais, d'un logiciel de gestion du covoiturage, avec aussi peut-être ce que disait, Laetitia, que tous les nouveaux véhicules, devront, être, électriques et ou hybrides. Hem Et on a aussi la notion, voilà, alors il y a des choses un peu bateau, mais, on s'engage, à réduire les émissions de gaz à effet de serre à hauteur des émissions générées, par rapport à la prise d'avion. Alors nous, on va pas le faire forcément sur notre territoire, mais s'il va y avoir des réunions, je sais pas, à Paris ou autre, bah, l'idée, c'est toujours de se poser la question, de bien choisir le mode de transport au même titre que, nous, au centre de gestion. Non seulement pour la prévention des risques professionnels, puisque le service conseil en organisation, on est souvent sur la route. On a acté dans notre plan de prévention des risques professionnels, mais aussi du coup, pour la planète que, si on a la possibilité de se rendre dans une collectivité en transport en commun, on va le faire. Pour, réduire, le stress de la route, pour réduire aussi, l'utilisation de la voiture et de capitaliser aussi sur ce temps de déplacement. Donc ça arrive que je prenne, un train puis un bus pour me rendre dans une collectivité, par exemple. Quand c'est possible, bien entendu, puisque tous les territoires ne sont pas forcément, bien desservis. De mettre en place des stationnements sécurisés pour les vélos, puisque oui, effectivement, des parkings à vélos, c'est bien. Après, certaines personnes peuvent craindre, justement de pouvoir, de se faire voler leur vélo. Donc l'idée d'avoir un stationnement sécurisé, c'est quand même quelque chose qui est intéressant. De développer aussi, alors c'est bête, on n'y a pas pensé avant, hein, mais mieux se déplacer, c'est aussi moins se déplacer et de proposer les visioconférences, dès que c'est possible. Ce qui implique aussi d'être équipé en ordinateur qui le permettent, mais ça peut aussi, être cette notion de télétravail qui vont aussi permettre de venir moins souvent au bureau et donc de réduire l'impact environnemental des déplacements jusqu'au bureau. Donc là aussi, le développement du télétravail, ça fait partie de mieux se déplacer pour les métiers où c'est possible, bien entendu. Et donc l'idée aussi, c'était qu'ils mettent en place des bornes de recharge pour les véhicules électriques dans les différents sites. Donc ça a été tous les objectifs qui ont été fixés pour la FPE, mais on voit bien que finalement, ça s'applique aussi, chez nous, dans nos collectivités, à une échelle moindre. OK, alors on continue sur notre deuxième thématique. Qui est de mieux gérer les ressources. Alors qu'est-ce que ça veut dire mieux gérer les ressources? Ça va être la ressource, d'eau par exemple déjà, mais aussi, tous les choses qu'on va produire ou avoir besoin. Par exemple le papier, ça peut être justement hem, en fait tout ce qui va être utile, utilisable, utilisé dans une collectivité. Comment est-ce qu'on peut mieux les gérer, les préserver? Hem Est-ce que, comment ça se passe vos réunions? Est-ce que c'est, bouteille d'eau obligatoire? Sachant qu'il y a un texte qui est sorti il y a 2 ans, je crois, qui interdit d'utiliser des bouteilles d'eau en plastique. Et pourtant, j'ai encore des collectivités qui en commandent. Alors le texte est passé un peu à la trappe, hein, puisqu'il est tombé juste après le déconfinement. Mais ça va être aussi ça, c'est quelles sont nos pratiques en interne? Qu'est-ce qu'on a pu changer? Comment est-ce qu'on a pu sensibiliser? Alors c'est ce que je dis souvent, j'ai même eu ce débat avec certains de mes collègues quand je dis, «Bah, tiens, on pourrait mettre des cruches avec des verres d'eau», «Ah bah, non, mais les gens ils vont pas boire l'eau du robinet, c'est pas possible, vous vous rendez compte auprès des élus, comment ils vont réagir?» Ben, en fait, on sait pas comment les élus vont réagir, ça se trouve, ils sont dans cette même démarche-là et donc il y a aussi toute cette crainte de l'image, que ça peut générer. Hem, donc voilà, je vous laisse la parole, soit via le chat comme avant, soit, avec le micro.
sur, peut-être comment ça se passe chez vous. Est-ce qu'il y a eu des réflexions qui ont été menées sur cette notion de ressources? Que ce soit, justement le papier, l'eau, le les outils, les jeux, le matériel même bureautique. Hem, Qu'est-ce qui se passe chez vous? Comment c'est géré, cette notion de ressources qu'on utilise, qu'on crée ou qu'on a? Ou qu'on recycle potentiellement? Est-ce que quelqu'un veut nous faire l'honneur de prendre la parole? Et sinon j'attends, je vois que dans le chat, il y a des choses qui sont en train d'être écrites. Donc cruche d'eau et verre en séance du CM depuis toujours et ils n'ont jamais dit quelque chose. Donc oui, effectivement, c'est des choses qui sont importantes. De toute façon, je sais que c'est encore le cas dans beaucoup de collectivités. Les bouteilles d'eau en plastique sont aujourd'hui interdites normalement dans leur utilisation, dès lors qu'un point d'eau potable est possible. Sinon, pour ceux qui sont vraiment adeptes, des bouteilles, notamment pour, l'eau pétillante qui est chère en Alsace, enfin chère, je parle dans le cœur, hein, qui tient à cœur de beaucoup de personnes. On va avoir ce besoin de bulles et donc on peut avoir des bouteilles en verre qui sont consignées, qui sont mis en place dans certaines collectivités. Hem Et de se poser la question finalement, c'est est-ce que c'est si grave que ça, de boire, de l'eau du robinet? J'ai vu ça dans certaines collectivités qui faisaient et je trouvais ça l'idée assez intéressante pour faire évoluer les pratiques justement par rapport à ça, à cette idée de consommation. Ils offraient un kit, aux nouveaux arrivants. Alors ça a été offert, à tout le personnel aussi quand c'est sorti, hein, avec une gourde, avec le logo, de la collectivité dessus, en leur indiquant, les points où on pouvait aller mettre, de l'eau, s'il y avait de l'eau plus fraîche dans certains endroits en fonction de certaines problématiques ou justement des fontaines à eau qui sont reliées directement, au réseau d'eau pour, peut-être filtrer un peu si c'est trop calcaire ou autre, parce qu'il y a aussi cette problématique de goût, qui déplaît à certains, donc il y avait cette question-là. Mais il y avait eu, justement une gourde, heu, je sais plus, un cendrier de poche ou des choses comme ça pour vraiment éveiller voilà la culture des gens sur cette prise de conscience, en tout cas environnementale. Hem On a quoi d'autre alors? Éviter les impressions papier et passer par la dématérialisation, ce qui implique aussi, que les agents soient suffisamment formés pour utiliser l'informatique. Et ça, c'est une vraie problématique qu'on va avoir dans nos collectivités aussi, des gens qui ont toujours travaillé avec le papier, qui n'ont pas forcément eu la prise en main sur les logiciels, par exemple, de dématérialisation ou qui n'ont pas, les outils numériques adaptés. Je vous prends l'exemple, je sais pas, je suis dans l'urbanisme, j'ai tout en démat, mais j'ai un tout petit PC, et j'ai pas plusieurs écrans. Ça va être compliqué de travailler, sur des plans, sur des rédactions en même temps si j'ai pas forcément les bons outils. Donc là aussi, il y a cette réflexion à mener, sur ces questions-là. Sensibiliser aussi au stockage numérique qui coûte en énergie. Alors ça, effectivement, la gestion des mails, c'est une vraie problématique. La gestion aussi, de l'arborescence numérique. On a l'impression que, si on l'enregistre sur l'ordinateur, en fait, ça pèse rien. Et nous, on le voit, en termes de saturation au centre de gestion, on est en gros nettoyage. Nos archivistes, nous accompagnent beaucoup, pour savoir comment garder un fichier, combien de temps on le garde, comment est-ce qu'on le nomme. Est-ce qu'il est pas enregistré chez moi et chez le voisin, mais sous un autre nom? Donc une vraie logique de création de dossiers virtuels, numériques, pour stocker aussi ce qui est important. C'est pareil, de définir des règles de stockage. Quel type de mail on va garder ou pas? Est-ce que, c'est nécessaire de répondre s'il y a 20 personnes en copie, est-ce que c'est nécessaire que je réponde à tous? Et là aussi, c'est des choses qui vont être importantes. On avait fait une fiche, il y a 3-4 ans sur les bonnes pratiques du numérique. Si ça vous intéresse, je vous la remettrai en lien, puisque c'est vraiment une problématique aujourd'hui qui est forte et qui génère en plus de l'impact environnemental et le coût en énergie, qui génère une charge mentale très forte. Aujourd'hui, la majorité des cadres, et chefs de service qu'on rencontre sont au bout du rouleau parce qu'ils ont plus de 100 mails par jour et à part traiter leurs mails, ils ne font plus rien. Donc ça aussi, c'est des choses qui sont importantes de comprendre. C'est que finalement, on va venir aujourd'hui parler du sujet environnement,
Et en fait, on voit bien qu'il est toujours attaché à un sujet de travail. Et cette notion de charge mentale, de charge de travail, de charge physique aussi va être importante par rapport à ça. OK, pour des réunions officielles, on a des bouteilles en verre et pour les salariés, des bouteilles en plastique. Donc là, effectivement, c'est peut-être des choses à faire évoluer dans les cultures, surtout, aujourd'hui qu'on a, hem, des problématiques sur, le recrutement des nouveaux arrivants, hein. On a beaucoup de collectivités qui ont du mal à recruter. Si on a une politique RSE qui est développée, si on met en place, justement un pack d'accueil, par exemple, où on va prôner ces valeurs-là de: «Bah, tiens, nous, on respecte l'environnement, on vous offre une gourde, on vous offre, je sais pas, des lumières pour mettre sur votre vélo». Enfin, c'est des trucs tout bêtes où, des voilà, les petits bracelets fluo, si jamais vous avez envie de venir à vélo ou autre, et bah, ça, c'est aussi des choses qui sont importantes pour faire venir les personnes en prônant ces valeurs, justement environnementales et en montrant que vous mettez en place des actions et que c'est pas juste quelque chose écrit sur une feuille pour faire venir les gens. Ça, aujourd'hui, hein, la cohérence entre les valeurs et les actions qui sont mises en place par la collectivité, vont être importantes. Une grande partie des agents des espaces verts ont suivi une formation sur le fleurissement sobre en eau, et des formations allant dans le sens de la transition écologique sont encouragées dans notre plan de formation. OK, donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important, hein, aujourd'hui. Bah, les façons de travailler d'hier sont plus les mêmes qu'aujourd'hui. On peut voir aussi même, quand les labels, pour avoir 4 fleurs et les labels pour avoir 4 libellules, bah, qu'il y a des fois des choses qui sont confrontées, l'une contre l'autre, en fait, où on va avoir cette problématique, bah, de gestion différenciée des espaces, où ça va être important de pouvoir réfléchir à ça, et de pouvoir, mieux gérer aussi, bah, du coup, le toute la réflexion du travail, mais aussi de changer les mentalités. On va le voir, on l'a vu quand on est passé au zéro phyto, on a des collectivités des agents qui se faisaient presque insulter par des habitants, puisqu'il y avait de la mousse entre les pavés. Bah, en fait, c'était juste que ça avait été décidé par le conseil municipal de ne plus désherber et au final aujourd'hui, enfin dans les grandes villes touristiques, hein, d'Alsace, hein, on s'entend, c'est quelque chose qui est important. L'énergie fait effectivement partie des ressources aussi. Donc comment gérer ça? Comment gérer, bah, justement, tous les bâtiments, qui ont des pertes énergétiques? Bah, Steve, je vous laisse prendre la main, si vous voulez nous partager, je vous laisse ouvrir votre micro. Ouais, bonjour. Donc, comme il y a plusieurs points, je prends vite fait la parole, ce sera plus rapide. On a filmé les vitres de notre bibliothèque parce qu'elles étaient exposées dans des grandes baies vitrées pour la chaleur. Donc ça permet du confort aussi pour les salariés, mais aussi d'agir sur l'aspect température. On a fait tout un boulot autour des LED, donc dans les couloirs de l'ensemble de nos bâtiments et de pose de détecteurs de présence pour éviter que des lumières dans des couloirs ou dans des toilettes soient allumées toute la journée pour rien. Et puis, moi, je travaille dans une salle de spectacle, donc tout le parc matériel, bon, les anciennes ampoules vont bientôt disparaître. Donc, de toute façon, au niveau du matériel technique, ça n'existera plus, mais on est en train de passer sur une transition à LED aussi, ce qui consomme pour une salle de spectacle beaucoup, beaucoup moins d'énergie aussi. Voilà, des exemples. Merci Steve, pour ce partage. Alors oui, effectivement, hein, on a cette notion-là où on peut penser que, bah, l'environnement, ça coûte de l'argent, mais finalement ne pas agir sur la notion d'énergie, sur la notion, bah, d'électricité, juste de viabilité des bâtiments aussi, hein. On a beaucoup de bâtiments qui sont construits depuis des dizaines d'années, qui sont aujourd'hui vétustes, on le voit dans certaines communes. Et bah, agir pour, la sobriété énergétique, c'est aussi agir pour, bah, pour l'environnement, mais aussi pour le confort et les conditions de travail des agents qui y travaillent, hein, on le voit. Ça va être la même chose par rapport aux climatisations qui sont mises en place pour permettre aux agents de travailler toute la journée dans les bâtiments. Et ben, agir pour, les ressources, c'est peut-être aussi permettre pour les services qui le souhaitent ou de pouvoir travailler, en horaire d'été, même pour les services administratifs, quand c'est possible. On a des collectivités qui font ça, de pouvoir faire des journées continues pour travailler, autrement. Alors ça nécessite aussi de prévenir les habitants, par rapport à ça, puisque ça va nécessiter peut-être des horaires spécifiques sur les périodes les plus chaudes.
Et ça permet aussi d'éviter des déplacements d'usagers durant ces temps de canicule, par exemple, qui pouvaient venir se rendre et faire des malaises en collectivité. On en a eu aussi quand les périodes sont très chaudes. Donc, il y a ces notions différentes qui sont importantes. Ok, est-ce qu'il y avait d'autres pratiques à nous partager? Je pense à autre chose, puisque j'ai beaucoup de collectivités qui le font. Quand on a un changement de parc informatique, par exemple, ou de mobilier, parce qu'on a fait des travaux, on va modifier le mobilier pour qu'il soit plus adapté soit aux problématiques de santé, par exemple, des agents, ou à la pratique de l'usager en fonction de ce qui est fait. C'est aussi de se poser la question de qu'est-ce qu'on fait de l'ancien? Et la pratique ancienne de beaucoup de structures et aussi qu'on peut avoir nous dans notre collectivité, puisque ça a déjà fait des débats avec certains de mes collègues, c'était: «Bon, on bazarde tout à la déchetterie», alors qu'en fait, c'était encore en état de fonctionnement. Donc la gestion des ressources, c'est aussi ça. On a des associations sur le territoire qui viennent récupérer le matériel. On peut, en faire aussi, don ou en mode tirage au sort au personnel si trop de personnes sont intéressées. Je vous prends un exemple, on va venir changer toutes les chaises de bureau. Plutôt que jeter les anciennes qui sont utilisables, mais qui sont pas forcément bien adaptées, mais qui sont quand même en bon état, c'est aussi de se dire: «Ah bah tiens, plutôt que mettre ces 10 chaises à la déchetterie, est-ce qu'on les proposerait pas aux agents qui font du télétravail?» par exemple, pour améliorer les conditions de travail. Ou tiens, on va changer les bureaux, est-ce qu'on peut ne pas, les proposer, pour les gens qui font du télétravail ou autre, mais en tout cas, être dans cette logique hem, de réutilisation, de seconde main, au même titre qu'on pourrait très bien, s'il y a une salle de pause, demander à des agents de les meubler avec justement, de la seconde main. Ah bah tiens, on envoie, quelques agents, un comité, des fêtes, j'en sais rien, peu importe comment ça peut être appelé en interne, mais on fait un petit groupe de travail, création de l'espace de pause, et derrière, on va essayer de le rendre vivant avec, justement, quelque chose de très chaleureux, d'aller chez Emmaüs ou autre chercher des meubles, pour faciliter aussi cette notion de, seconde main, de réutilisation des ressources. Oui, donc effectivement, merci, Laetitia pour le partage. Donc chez eux, il y a eu une vente aux agents pour des prix dérisoires. C'est ça aussi, hein, qui va être important. Ça joue et non seulement pour cette notion d'environnement de seconde main, mais aussi pour le pouvoir d'achat des agents publics. Et les vieux véhicules sont vendus et proposés aux agents avant de publier l'info à l'extérieur. Ça, c'est aussi quelque chose qui va être important. C'est, c'est essentiel de pouvoir se poser cette question-là de qu'est-ce qu'on fait de l'ancien et de justement le favoriser, aux agents d'abord. OK. Alors, est-ce qu'il y a d'autres informations? Donc les obligations, les objectifs qui sont fixés à l'État sont les suivants. C'est justement de proposer systématiquement son matériel aux associations et aux acteurs de l'économie sociale et solidaire quand on fait des remplacements. Donc il y a des plateformes qui sont dédiées à ça, hein, par exemple. Mais on propose d'abord aux agents, puisque ça permet de créer aussi du lien et de montrer que, heu, voilà, on se préoccupe d'eux et qu'ils sont prioritaires, pour leur pouvoir d'achat, parce que ça joue beaucoup là-dessus aussi. Plus de plastique à usage unique pour les utilisations sur les lieux de travail ou dans les événements qu'ils organisent. C'est aussi ça quand on organise des événements, de mettre en place les bonnes ressources. Pas de jeter, mais d'être réutilisable avec les fameuses éco-cups ou ce genre de choses ou d'un système de carton enfin de gobelets en carton, et ils sont passés à des verres lavables en verre. Ce qui nécessite, justement de laver, la vaisselle. Alors ça justement, ça génère une charge de travail supplémentaire, mais du coup derrière, c'est comment est-ce qu'on fait, pour pouvoir le faire? Et par exemple, moi j'habite, alors à Célestat pour ceux qui connaissent, mais donc dans le Bas-Rhin, j'ai passé la frontière. Néanmoins, on a la possibilité et puisque je vais régulièrement, rendre visite au personnel d'Emmaüs, de Chervillers. C'est un grand Emmaüs et en fait, ils ont un service de location même de meubles, pour leurs grands événements. On peut louer aussi des packs vaisselle, ou des packs, justement voilà, on a un événement, il y a 300 personnes, on va pouvoir louer de la vaisselle voilà, qui va pouvoir être réutilisé derrière et c'est à des prix dérisoires par rapport à un service de location de matériel. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est important.
Et voilà, l'université a proposé aux agents d'adhérer à un pacte écologique en achetant des gourdes à des prix réduits. Donc ça, c'est aussi des choses qui peuvent être faites, de faire des achats groupés, sur certaines choses qui vont faciliter, justement l'utilisation de ces ressources-là. D'utiliser du papier recyclé ou, à défaut du papier issu de forêt, gérer durablement. Donc ça aussi, ça va être important dans les marchés publics, de fourniture, de bien veiller, à avoir ces critères-là, quand, on n'a pas d'autre nécessité que d'imprimer pour agir. On a aussi la notion de développer une stratégie de réduction de l'empreinte carbone du numérique public. Donc comme vous l'aviez dit, hein, la gestion aux éco-gestes, numériques, et à l'achat de matériel potentiellement reconditionné. Et des critères qui vont prendre en compte le risque de déforestation, qui doivent être intégrés, du coup, dans les différentes clauses des acheteurs. Donc ça, c'est des points qui sont importants, mais finalement, on voit bien que ça a beau être des objectifs, on les avait déjà eus en tête avant même de les connaître. On a la question de mieux se nourrir. Alors mieux se nourrir, c'est pas forcément que pour les agents, ça va aussi être pour la population et les usagers qu'on va avoir. Et ça touche vraiment différents champs, différentes choses. Est-ce que nous, en tant que collectivité, c'est une vraie question, est-ce qu'en tant que collectivité territoriale, c'est à nous d'agir, pour, la notion de mieux se nourrir? Alors, je vais revenir dans le chat, et je vais vous laisser, la parole. Heu, ah oui, c'est vrai, les essuie-mains. Alors je reviens sur le chat, puisque sur la question d'avant. Nous consommons beaucoup d'essuie-mains papier dans les écoles et autres locaux. Comment fonctionnez-vous dans vos collectivités? Est-ce qu'il y a d'autres solutions? Ah, alors, le service jeunesse de Bulle, je vous laisse prendre la parole. Ah, le micro est coupé. Alors attendez, c'est peut-être chez moi que Voilà, c'est bon? Vous oui, m'entendez? c'est bon, parfait. Ouais. Il y a des travaux en même temps chez nous, donc il faut vraiment que je coupe. Désolée. Donc chez nous, en fait, on a mis des serviettes, en éponge réutilisables qu'on lave, hein. Enfin, c'est vrai qu'on utilise un peu plus souvent la machine à laver, mais bon, les enfants sont censés avoir les mains bien propres, on l'essuie, donc voilà, s'essuyer sur la même serviette, on le fait tous chez soi aussi, et puis on les change 2 fois dans la journée, c'est une sacrée économie quand même. OK. D'autres pratiques sur cette notion d'essuie-mains? C'est vrai que ça, c'est des choses qui pourraient être facilement, et enfin, voilà, on peut facilement les faire évoluer, mais ça nécessite effectivement de veiller à ce qu'il y ait un cycle, de roulement qui soit fait pour éviter des contaminations derrière et de sensibiliser à nouveau les agents aux bons gestes, de comment bien se laver les mains. Puisqu'avec le Covid, c'était devenu, une norme, mais finalement, on voit que ça se perd puisque les épidémies reviennent, donc c'est que certaines choses n'ont pas dû, rester dans nos pratiques. Pour la communication, il y a bien les critères de papier recyclé et ou de forêt durable, parfait. Et donc là, je vois que dans le chat, on commence à arriver sur cette question de comment mieux se nourrir, comment mieux nourrir la population, hein, mieux se nourrir, mieux nourrir. Donc on voit qu'il y en a certains qui ont fait un potager au bureau. Donc là, c'est il y a effectivement cette possibilité d'avoir un espace suffisamment grand pour pouvoir le faire et j'imagine une sacrée organisation pour veiller à ce que tout soit toujours bien entretenu, bien arrosé et qui récolte, comment ça s'est utilisé, hein, pour éviter la gestion de conflits, inutiles. Je sais qu'il y a certaines collectivités qui ont mis en place des partenariats avec des producteurs locaux, notamment pour la cantine, des enfants, hein, pendant le temps de périscolaire. Je ne sais pas si c'est le cas à Bulle, comment vous fonctionnez? Ah pardon, désolée. Non, nous on fait des appels d'offres, hein, malheureusement avec des traiteurs et puis là justement on vient de renouveler, mais on a l'avantage d'avoir pris quand même quelqu'un qui est pas loin de chez nous, qu'on peut joindre, voilà, pas une très grande structure qui a énormément de monde, mais un petit traiteur quand même où on peut de temps en temps revenir vers lui en lui disant bon là c'était pas super, là ce serait mieux de rester plus dans les fruits de saison, des choses comme ça, quand on voit que ça dérape un peu, parce que c'est des fois le cas.
Voilà. Mais je connais un endroit où, en fait, aussi pour les agents, il y a aussi des paniers qui se mettent en place, des associations livrent des paniers et puis les agents peuvent commander leurs paniers. C'est plus facile à récupérer. Tous les jeudis, par exemple, les paniers de légumes arrivent et puis voilà, c'est aussi une possibilité de mieux se nourrir en tant qu'agent. Oui, effectivement, nous, on est point de dépôt au centre de gestion, puisqu'on est 4-5, ou peut-être 6 maintenant. On est plusieurs personnes d'un même établissement à être abonnés à ces paniers bio, puisque c'était ça l'objectif aussi, avec des légumes de saison ou autres, où on est effectivement point de dépôt, donc on peut tous les jeudis recevoir nos fruits et légumes frais. Et ça nécessite après, si vous êtes en transport en commun, d'avoir des gros bras parce que c'est un peu mon cas. J'ai changé mon lieu de dépôt du coup, mais c'est des choses qui peuvent être effectivement proposées et derrière, en fait, ça fait aussi, effet boule de neige puisqu'on voit les collègues, avec un panier et puis on se dit: «Ah bah tiens, est-ce que ça coûte» enfin, bien manger, ça coûte cher, donc il y a aussi toute cette pensée, que pour bien manger, il faut de l'argent, parce que le bio, c'est pas forcément toujours très accessible, mais là, en fait, ça va et du coup, ça nous permet de découvrir, des légumes de saison qu'on n'aurait pas forcément utilisés, ou qu'on n'aurait pas forcément achetés avec des recettes aussi qui sont partagées. Qui sont intéressantes puisque ça, c'est aussi quelque chose qui est compliqué, hein. Quand on sait pas bien cuisiner, on se dit: «Bah, tiens, jamais j'utiliserai ce légume, je sais même pas ce que c'est, à quoi ça ressemble». Donc ça, c'est quelque chose qui va être important. Hem, alors sur la notion de serviette éponge, qui avait été mise en place, il faut trouver l'organisation pour le lavage, effectivement. C'est intéressant de voir que, il y a pas que des serviettes individualisées. On se posait la question. OK. Et donc pour le potager, on a eu la réponse, c'est une activité sur l'heure du déjeuner. Les agents qui y participent profitent des récoltes et bien sûr peuvent choisir de les partager à d'autres collègues. Tout le monde peut contribuer au compost. OK. On a une autre collectivité où la ville a prêté un terrain à une association locale pour développer un jardin partagé collectif et une autre association qui gère également des jardins partagés. Avec aussi, cette notion de dépôt et de circuits courts et bio. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important. Ça peut aussi être développé, dans les services, qui sont en lien avec l'enfance, hein, pour les goûters, par exemple, de faire des partenariats, avec, justement des petits producteurs, locaux, on l'a vu dans certaines collectivités où ils ont fait que, 60 je crois que dans leur cahier des charges, il y a 45 qui doivent venir de producteurs locaux, mais ça nécessite effectivement d'avoir, un cuisinier en interne, qui puisse, les faire et pas de passer par des marchés et des appels d'offres. OK. Ça peut être aussi, on l'a vu, dans le côté social puisque mieux se nourrir, c'est aussi ça. Pour ceux qui ont des épiceries, par exemple, solidaires, ou des, des temps, on l'a vu, hein, ça passe par des associations, mais où c'est organisé par la ville, de comment, de sensibiliser les usagers, notamment les familles les plus précaires qui sont souvent concernées aussi, par des enjeux de santé, et de sécurité sur, comment bien se nourrir, faire des petits cours de cuisine, ça c'est des choses qui vont être proposées. De sensibiliser les enfants aussi sur, ah bah, tiens le jus d'orange, enfin, c'est pas parce qu'il y a un fruit qui est dessiné sur l'oasis, que c'est du fruit. Voilà, de venir à l'encontre un peu de toutes ces problématiques, de la publicité qui vont faire croire à toute la population qu'il y a des choses qui sont bien alors que pas forcément. Ça va être important, et mieux se nourrir, c'est aussi pour les agents, qui, ont des horaires de travail un peu, alors soit décalés ou en tout cas en dehors des normes, bureau. Par exemple, les agents qui vont travailler de nuit ou qui vont travailler en continu. On a tendance sur ces métiers-là à manger moins bien, tout simplement parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on est décalé, parce qu'on est déphasé et aussi parce qu'on a cette tendance à grignoter. Donc ça, c'est aussi important pour mieux manger, c'est aussi de se dire avoir un meilleur suivi médical et sur les métiers où il y a beaucoup d'astreintes, où on va travailler la nuit, dans des théâtres, dans des services culturels ou quand on est en train de courir tout le temps parce qu'on est avec des enfants et que du coup on grignote un truc, on trouve un petit gâteau, on le prend, on le mange parce qu'on est épuisé, parce qu'on est fatigué. En fait, tout ça, c'est aussi mieux manger, c'est quel est l'impact du travail, du mode de travail, du temps de travail sur la santé et là, c'est important de pouvoir,
agir sur ces questions-là. Et donc là, il y a certains médecins du travail qui travaillent en lien avec des diététiciens pour faire des sensibilisations justement sur comment mieux manger sur ce travail, quand on a des horaires de travail qui ne sont pas normaux, on va dire. Si ça vous intéresse, je vous enverrai aussi des ressources d'une diététicienne qui est orinoise, mais qui est devenue assez célèbre puisqu'elle passe aujourd'hui avec Michel Simès dans les émissions télé. Donc, j'étais en classe avec elle, le monde est petit, mais elle fait beaucoup de vulgarisation là-dessus. Je vous enverrai parce que je trouve que c'est vraiment important de savoir aussi un peu comment mieux manger. Ok, alors on va voir quelles sont les idées de l'État. Donc l'État et ses établissements s'approvisionneront en produits de qualité et durables dans leurs services de restauration collective, au moins lors du renouvellement de leur marché. Donc ils ont fixé que au moins 50%, dont au moins 20% issus de l'agriculture biologique. Et l'idée, c'était aussi de pouvoir favoriser la notion de diversité des apports en protéines, notamment en apportant d'autres protéines que via de la viande ou des produits animaux. Donc ça, c'est aussi un changement de culture à mettre en place par rapport à ces questions-là. Ensuite, on a la notion de comment est-ce qu'on peut mieux protéger la santé des agents et aussi des usagers, mais aussi les écosystèmes. Alors, c'est suffisamment vaste pour mettre plein de choses derrière, mais on va essayer déjà d'en trouver ensemble quelques-unes. Hop. Donc il y avait cette notion que vous disiez, certaines thématiques se recoupent, hein. Par exemple, le fait de ne plus utiliser de produits phytosanitaires, alors même si c'est une obligation réglementaire. Aujourd'hui, c'est aussi un changement de pratique qui est important, de sensibiliser les usagers sur. C'est pas parce que des herbes folles ou des herbes sauvages, comme certains agents des espaces verts le disent, que c'est forcément pas beau. Donc, on a cette vision très germanique de qu'est-ce que c'est une belle ville bien propre. C'est une ville sans mauvaises herbes qui poussent. Et ben, dans certaines communes, ils ont changé ça. L'entretien mécanique pour désherber autour du bâtiment, oui, avec la problématique aussi de se poser des contraintes physiques que ça génère sur les agents. Puisque le désherbage mécanique prend entre 5 à 6 fois plus de temps que le désherbage avec les produits et génère de fortes contraintes sur la santé des agents, puisque c'est des gestes répétitifs et qui sont dans des postures pénibles. Donc la question même de se poser, c'est: est-ce que c'est nécessaire toujours de désherber? Au même titre qu'il y a cette notion de préservation des ressources, et on l'a fait dans certaines communes, et je trouvais ça assez intéressant, que certains espaces non utilisés, qui devaient être tondus régulièrement, qui avaient pas cette nécessité d'agir là, et qui généraient une forte charge de travail pour les agents. Mais en fait, les agents des espaces verts sont allés avec les écoles sur ces champs-là pour planter des prairies fleuries. Et vu que ça a été fait par les enfants des habitants, tout à coup, c'était plus vu comme des mauvaises herbes. C'était: «Ah bah tiens, mon enfant a participé à la création de cet espace fleuri qui permet la biodiversité». Et utiliser les enfants pour les sensibiliser, eux, déjà en tant que futurs citoyens actifs, ça permet aussi d'agir auprès des parents, au même titre que on a certaines communautés de communes ou d'agglos qui vont faire des demi-journées de sensibilisation à la gestion des déchets dès la maternelle, ou sous forme de théâtre, sous forme de tri, et cetera. Ça, c'est pareil, hein, on a des collectivités où le tri, il est pas mis en place encore. Pour les agents, en interne, on met tout dans la même poubelle. Où on a plein de gens qui savent pas forcément que leur commune dispose de 3 poubelles différentes. Là, moi, je vois sur notre secteur où on a quand même 3 poubelles de tri différentes, plus du biodéchet, j'ai encore des amis qui mettent tout dans la poubelle normale, celle où on est censé ne plus rien mettre puisqu'on trie absolument tout aujourd'hui. Donc il y a aussi cette sensibilisation forte qui est important de pouvoir, mettre en place. De mettre en place un espace artificialisé dans la ville, un espace avec des verdures. Ah oui, OK. Oui, donc de recréer des points verts. Ça, c'est vraiment des points qui sont essentiels aussi. On a beaucoup minéralisé, ces
dernière cinquantaine d'années, je dirais, où on se disait, bah, tiens, c'est beaucoup plus propre comme ça. Sauf qu'on le voit, hein, les températures extrêmes. Et ça, c'est aussi quelque chose qui va être à gérer dans les communes où on est où tout a été très minéralisé. La température baisse systématiquement de façon beaucoup plus forte quand il y a des arbres qui sont là pour réguler. Alors, ça nécessite effectivement hein, de planter et d'entretenir et d'arroser. D'où l'intérêt de bien réfléchir avec les agents experts et de pas rester juste, entre directions ou avec les élus, puisqu'on n'a clairement pas la connaissance de ce qu'il faut, pour bien entretenir ces arbres-là. De voir que la consommation d'eau que ça va demander, la charge de travail que ça va générer. Donc ça, c'est des points qui sont importants. Il y a le développement aussi avec tout ce qui va être, bah, la pollution, le télétravail y contribue également puisque, plus de télétravail égale moins de déplacements, égale moins de voitures et donc moins de pollution. Ça aussi, ça va jouer, dans ces activités-là si on peut les mettre en place bien entendu, hein, un service de périscolaire va pas pouvoir télétravailler, on s'entend bien là-dessus. Mais c'est comment est-ce qu'on va aussi sensibiliser, bah, les agents, les enfants sur ces thématiques-là. Faire venir des intervenants ou des associations, parce qu'il y en a de plus en plus qui interviennent à titre gracieux sur cette sensibilisation environnementale, qui va être importante. Est-ce que vous aviez d'autres idées par rapport à cette notion de santé, et de protéger la santé et les écosystèmes? Et sinon, on va voir ce que l'État nous propose. Alors l'État, la seule obligation, hein, qui ont acté, c'est le fait d'arrêter les produits phytos, pour l'entretien des espaces verts, forêts, voiries, promenades, que ces lieux soient ouverts ou non au public. Ça fait bien longtemps que dans la FPT, on a pris conscience de ça. C'est aussi de mettre en place, pour les services espaces verts, la gestion différenciée des espaces. Ça, c'est une vraie logique aussi, à développer. C'est avec, les communes nature, hein. Donc là, vous avez tout le guide, si c'est des choses qui vous intéressent, qui peuvent être co-construites, alors effectivement par les services espaces verts et les services techniques en fonction de comment votre ville est structurée, mais aussi, de pouvoir potentiellement le construire avec les enfants. Le pâturage, effectivement, on a des communes qui l'ont mis en place, pour éviter de devoir tondre. Ça marche super bien. Moi, je l'ai vu, à titre privé, dans l'entreprise de ma mère, ils avaient fait ça, puisqu'ils avaient pas le temps et du coup, il y avait ce contrat avec un éleveur qui venait déplacer ses moutons dans différentes entreprises. Je trouvais ça assez intéressant et puis ça crée aussi, heu cette reconnexion avec la nature, peut-être, pour certains enfants qui, du coup, s'arrêtent en se disant: «Bah, tiens», ou même des adultes, hein: «Ah bah, tiens, qu'est-ce qui se passe? Des moutons en pleine ville, on n'y aurait pas pensé». Donc ça, c'est aussi des choses qui sont importantes et autre projet qui est aussi intéressant avec les enfants que j'ai pu voir mis en place, c'était, les agents des espaces verts qui sont allés avec les enfants des classes, donc avec chaque classe et dans la rue, dans la ville, ils entouraient à la craie les herbes, enfin les mauvaises herbes, donc les herbes folles ou les herbes libres. C'était les enfants qui avaient dû trouver le meilleur nom et ensemble, ils devaient trouver quelle plante c'était et ils l'écrivaient du coup après à côté avec de la peinture, hein, qui était, responsable, une peinture à la crème, hein, qui tenait un peu plus longtemps. Ils écrivaient ce que c'était comme plante, quel était son nom, ils la qualifiaient, ils la prenaient en photo et derrière ils avaient créé tout un temps de sensibilisation, pour dire: «Bah, voilà, toutes les espèces, toute la biodiversité qu'il y a dans notre collectivité et c'est vos enfants qui les ont trouvées». Donc ça permet aussi en plus des autres actions qui ont déjà pu être menées, ça permet de pouvoir faire des choses importantes. OK. Et donc, on a aussi la notion de, bah, comment mieux se chauffer, en tout cas mieux réguler, bah, la température puisque c'est des enjeux, qui sont importants. Alors, on a déjà eu quelques éléments de réponse, notamment avec la notion de gestion, de l'énergie. Est-ce qu'il y a des idées particulières par rapport à ça? Comment est-ce que vous faites, vous, par rapport à cette notion alors, mieux se chauffer, on va le dire dans son ensemble, mieux gérer la température, parce que là, on arrive en période caniculaire et donc il y a aussi cette question de mieux se refroidir. Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, être des éco-gestes, des bonnes pratiques sur ces questions-là? À part effectivement la réhabilitation, des bâtiments,
qui sont importantes. Donc effectivement, mieux isoler les bâtiments, ça va être essentiel. Une note de service avec des consignes de comment faire, OK. Donc c'est vrai que mieux isoler les bâtiments, ça va générer, des coûts importants, hein, pour la collectivité, mais en même temps les fuites énergétiques, coûtent déjà beaucoup d'argent, aux communes, donc effectivement ça c'est un point qui est important. Moi j'avais dû gérer un conflit, c'était assez étrange, mais de gestion de température dans un bureau partagé. Les gens qui ont chaud et d'autres qui ont froid dans un même bureau. Et du coup, la question se posait de, est-ce qu'on régulait vers le haut ou est-ce qu'on régulait vers le bas? Et l'idée, c'était de se dire que c'est plus facile de rajouter des couches de vêtements que d'en enlever. Et donc là, c'était la personne qui avait trop froid, par exemple en début d'hiver, quand on n'avait pas encore forcément allumé les chauffages, qui devait se rajouter des couches sur elle. Et donc pour ça, la collectivité avait investi dans des polaires. Et je trouvais l'idée assez intéressante avec le logo du du CDG ou de la collectivité, peu importe, pour dire: «Bah, tiens, bonne pratique, plutôt qu'allumer le chauffage alors qu'il fait déjà, 21 degrés dans le bureau, mettez, d'abord une polaire et puis, on verra, comment ça se passe». De limiter la clim à 26 degrés annoncé pour cet été dans une collectivité, OK, je trouve que c'est une bonne idée. Oui, de pas mettre une clim, à 18, qui va juste créer plus de froid, où des gens vont devoir se remettre des couches par-dessus. Est-ce que vous avez d'autres idées, des bonnes pratiques, en interne par rapport à ça? Je vais attendre que le chat, OK, donc oui, la clim à 26, c'est une annonce gouvernementale pour la France entière. Ça marche. Merci beaucoup Laetitia. Alors, je vois qu'il y a d'autres éléments dans le chat. En attendant, je vais vous partager les réglementations pour l'État. Il y a tout ce qui va être achat de nouvelles chaudières, ou les travaux lourds de réparation sur les certaines chaudières. Tout ce qui va être lié au fioul sont interdits et seront supprimés d'ici 2029. Des travaux de réduction de la consommation d'énergie, alors ça, c'est notamment par rapport au renouvellement, justement de ces, à la réhabilitation des bâtiments qui sont coûteux en énergie. Et il y a ce nouveau métier aussi qui existe. Alors, c'est pas un nouveau métier, il a toujours existé, mais qui est de plus en plus mis en place dans les grandes collectivités, le métier d'économe des flux, avec cette notion de suivi des consommations des fluides, eau et énergie, pour, justement faire une cartographie des bâtiments, par exemple, mais aussi d'optimiser, la facture derrière. Une campagne de sensibilisation des agents de la fonction publique, qui va être importante sur comment développer des comportements autonomes et responsables, dans le cadre du grand plan d'investissement, réduction du facteur énergétique, et de 50 des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est des choses qui sont mises en place et ça me fait penser à un truc, sur la sensibilisation, notamment par rapport à la gestion des ressources. Nous, on a mis ça en place en interne. Alors, c'est des temps proposés le midi, mais par les collègues. Par exemple, on est plusieurs à avoir une fibre ou en tout cas une sensibilité assez forte sur, justement la gestion des ressources, et notamment, du mode de consommation actuel. Par exemple, d'acheter en vrac pour réduire les déchets ou, d'acheter local, d'aller au marché ou autre et de faire nous-mêmes nos produits, par exemple de cosmétiques et ça marche super bien, et donc moi quand je fabrique, par exemple mon déodorant, c'est un truc tout bête, mais je fais des petits pots, de test et dans des petits pots de confiture, par exemple et je les donne à mes collègues qui sont intéressés. Ils testent et derrière, si ça leur plaît, on refait un atelier en interne où je leur apprends à le faire eux-mêmes. Donc c'est aussi ça, c'est de donner du temps, on fait ça le temps du midi, pour, pouvoir, justement partager des bonnes pratiques. J'ai une collègue, elle fabrique ses shampoings et un midi, on va faire un atelier comment faire un shampoing.
Donc ça, c'est des points qui sont importants. Je vous laisse prendre la main. Donc nous, au périscolaire, avec les parents, on a organisé comme ça une ou deux petites séances où on donnait nos petites pratiques justement de fabrication de déodorants, de papier à la place de prendre du papier cellophane, voilà, de fabriquer avec de la cire d'abeille. Et puis comme ça, on leur a donné quelques petites idées. Chaque animateur leur a emmené quelque chose où on peut effectivement fabriquer soi-même de la lessive ou des trucs comme ça. Donc, il y en a qui ont suivi après, il y en a un peu moins, mais c'était un bel échange avec eux. Merci pour ce partage. Oui, effectivement, ça, c'est aussi des choses qui peuvent être faites et en fait, c'est souvent au détour de conversations avec les collègues où on se rend compte qu'on fabrique, des choses nous-mêmes. Si vous avez un poêle à bois, ou une cheminée, vous pouvez fabriquer votre lessive avec des cendres. Enfin, il y a des choses assez magiques. On revient à l'ancienne, hein. Mais en tout cas, c'est des points qui sont importants et ça permet aussi de créer du lien avec la population. Si vous les proposez justement aux usagers, de faire une activité, enfants-parents, et agents publics, ça permet aussi de changer, je trouve, l'image de la fonction publique, de montrer que, les fonctionnaires, c'est pas l'image que les gens peuvent en avoir, qu'il y a des initiatives qui sont mises en place, qu'il y a des choses qui sont proposées, qu'on a un service public de proximité et ça, c'est aussi quelque chose, qui est intéressant. Heu, c'est c'est gentil, c'est gentil Fanny, moi. Je sais pas si tout le monde aimerait avoir une collègue comme moi, mais en tout cas, on essaye nous de faire nos choses nous-mêmes. On a des collègues, qui font de la couture et du coup, on va aussi, avoir cet échange de pratiques-là. Donc l'idée, c'est de se dire que ça se trouve, vos collègues font déjà beaucoup de choses. Peut-être juste aussi de générer des temps en interne, où on peut réfléchir: «Ah bah tiens, qu'est-ce que vous faites chez vous, où vous trouvez que c'est mieux ou c'est bien?» Ou comment est-ce que vous vous organisez pour faire du batch cooking? Et c'est des choses toutes bêtes, mais il y a des familles qui sont super tellement organisées, qui font leurs courses en vrac, qu'ils arrivent à cuisiner tout le temps pour avoir 0 perte. Pendant le confinement, vu qu'on a tous eu beaucoup de temps, tout le monde a beaucoup cuisiné. Alors je sais pas si c'est le cas pour vous aussi ou pas, mais j'ai pris l'initiative de solliciter mes collègues et de créer un livre de recettes du confinement. Pendant le temps du confinement, hein, je faisais ça le week-end où, justement mes collègues avaient dit: «Eh bah, tiens, moi mon objectif c'était d'utiliser absolument tous ces légumes, même les chutes, comment je pouvais les utiliser, les choses que d'habitude on met, à la poubelle, au compost ou autre». Et donc on a des recettes comme ça où on va, utiliser, toute l'entièreté de la carotte avec les fans aussi, pareil pour les radis ou des choses comme ça. Donc c'est aussi ça, c'est de donner la parole aux collègues parce que beaucoup ont de bonnes initiatives et quand on les met en avant, du coup, ça donne aussi envie aux autres de pouvoir changer ces pratiques-là. OK, il est, 10h04. On a fait le tour de toutes, les obligations, en tout cas les objectifs, les grands objectifs qui sont fixés. On voit qu'on est quand même plutôt, raccord avec, les objectifs qui ont été fixés, même si on a déjà mis beaucoup en place dans nos structures. Il y a encore des efforts à faire, bien sûr, au niveau individuel déjà, mais aussi au niveau collectif. Je vous ai mis dans le support, justement les travaux qui ont été faits par l'ANACT, sur, les études, hein, le travail qui est une des pierres angulaires de la transition, notamment pour les changements climatiques. L'étude, vraiment les résultats, ils ont fait une consultation, avant la semaine de la qualité de vie au travail sur ces questions-là. Je vous rajouterai en lien dedans, les fiches sur les bonnes pratiques du numérique, et si ça vous intéresse, la recette, la recette et le mode d'emploi sur comment fabriquer son déodorant, qui change quand même beaucoup la vie, et qui est très pratique. Donc ça, c'est ma bonne pratique à moi que je vous transmets si ça vous intéresse. Voilà, je vous remercie pour votre attention, pour votre participation. On était un tout petit comité, c'est aussi bien parfois de pouvoir échanger, sous ce format-là. On va, je pense, en reproposer, alors pas forcément sur ces thématiques-là, mais on va en reproposer régulièrement, hem, sous format plus justement, interactif, puisque c'est aussi intéressant de faire ça comme ça. Il est 10h06, je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie, surtout si vous étiez plusieurs à être venus, sur différents petits déj de cette semaine-là. J'espère que cette semaine a pu vous apporter des éléments, des éclairages particuliers aussi, ou juste une petite déconnexion, du quotidien pendant 1 heure, chaque matin, pour vous reconnecter, à vous
et aussi à ce qui est important pour soi et pour le collectif. Je vous remercie. Les vidéos, seront, accessibles pour celles qui ont été enregistrées et pour ceux qui étaient là lundi et qui ont vu que mon partage de PowerPoint n'a pas fonctionné. Je vais les réenregistrer. On mettra toutes les vidéos, on va voir pour, les mettre sur une plateforme de visionnage. Ça sera accessible, je pense, d'ici mi-juillet, le temps qu'on fasse tous les paramètres de sécurité et qu'on retranscrive tout. Donc voilà, je vous remercie, pour votre participation, pour votre, bienveillance et je vous souhaite une belle fin de semaine. Au revoir.